OK, on y va. Alors, bonjour, mon nom est Pierre Godbout et j'animerai ce webinaire. Avant de laisser la parole aux présentateurs des conférenciers, voici quelques consignes d'usage. Au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra si ce n'est pas déjà fait. Pour activer la boîte de chat, cliquez sur l'icône bulle en bas à droite. La période de questions se fera à la fin de la présentation. Je laisse maintenant la parole à Mathieu Bergeron. Oui, bonjour, désolé, c'est ça, on fallait rétablir le son. Ben, merci Pierre, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Mathieu Bergeron, je suis directeur de la division planification, partenariat, opération là, au Centre de foresterie des Laurentides. Ben, bienvenue à ce premier webinaire là, qui ouvre la 36e saison des colloques du Service canadien des forêts et du Centre de foresterie des Laurentides. Durant les 35 dernières années, on a organisé un peu plus de 320 conférences. Fait que tout comme l'année passée, là, on va les présenter exclusivement en webinaire là, en raison évidemment de la pandémie. La conférence d'aujourd'hui, qui s'intitule Vers un écosystème numérique, perspective, recherche et innovation pour le secteur forestier canadien, est diffusée aux intervenants du secteur forestier simultanément dans plusieurs cycles là, à travers le Québec, et principalement, mais également dans d'autres provinces. C'est avec plaisir là, que je vous présente les conférenciers d'aujourd'hui, messieurs Dan Mazerolle et Éric Soucy. Dan Mazerolle est titulaire d'un bac en sciences de l'Université du Nouveau-Brunswick et il a également une maîtrise d'un doctorat en sciences de l'Université de la Saskatchewan. Sa carrière s'étend sur 25 ans dans le domaine du développement et de la gestion des ressources naturelles. En 2007, il a rejoint le Centre canadien sur la fibre de bois du Service canadien des forêts ici à Ressources naturelles Canada en tant que directeur des opérations stratégiques. L'objectif du Centre canadien de la fibre de bois, c'est de développer des solutions ciblées, efficaces et qui sont respectueuses de l'environnement pour relever les défis auxquels est confronté le secteur forestier canadien. Dan fait également partie d'une équipe de collaboration diversifiée qui fait progresser le développement et le déploiement de technologies de foresterie de précision pour numériser les chaînes de valeur puis améliorer la prise de décision au sein du secteur forestier. Éric Soucy est titulaire d'un bac en génie électrique de l'École de technologie supérieure puis d'un MBA exécutif de l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia. Il a plus de 25 ans d'expérience en recherche et développement dans le domaine de l'énergie. Éric est actuellement directeur du programme d'optimisation des procédés industriels au Centre de recherche de Calumet Énergie à Varennes, au Québec, de Ressources naturelles Canada. Il est responsable de la préparation de plans d'affaires, la définition de plans stratégiques à long terme pour les programmes de R&D, du développement de partenariats avec des universités, des centres de recherche, des manufacturiers, des consultants et autres partenaires, visant à développer des méthodes et des outils pour optimiser les procédés industriels. Il gère un groupe d'environ 40 chercheurs et ingénieurs. Le programme qu'il dirige est le Centre canadien d'expertise dans l'intégration des procédés. Il a aidé l'industrie canadienne à réaliser des gains importants en efficacité énergétique et en réduction d'émissions de GES, tout en améliorant la productivité, et ça depuis le début des années 2000. Je vous souhaite à tous un bon colloque, puis je laisse maintenant la parole à messieurs Mazerolle et Soucy. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci Mathieu et Pierre de nous avoir invités, moi et les membres de l'équipe, à partager avec vous certains travaux que nous avons menés avec nos partenaires au cours des dernières années pour mieux comprendre les besoins et la priorité du secteur forestier afin de faire progresser la numérisation et le déploiement de technologies numériques avancées. Nous nous sommes également concentrés sur l'avancement d'études de cas avec nos partenaires sur les priorités clés identifiées par les parties prenantes. Je suis aussi heureux d'être accompagné aujourd'hui de certains de mes collègues travaillant sur cette initiative. Éric, bien sûr, Molo Tamazout, Adam Dick et Jean-Martin Lucier. Je commencerai par fournir quelques informations contextuelles pertinentes, les résultats de nos sessions d'engagement avec les parties prenantes à ce jour,
ainsi que le domaine d'intérêt pour certains de nos études ciblées. Puis je céderai la parole éventuellement à Eric pour qu'il décrive nos orientations stratégiques et les prochaines étapes de l'initiative. Monsieur Mazerolle, vous pouvez Oui? ouvrir votre caméra si vous le voulez. Oh, ben non, je m'excuse. Je pensais que c'était ouvert. Prochaine diapo, Eric. Pour commencer, comme vous le savez, au Canada, nous avons la chance de disposer d'une ressource forestière très importante et diversifiée, gérée de manière durable. Nous avons également la chance d'avoir un écosystème d'innovation de classe mondiale qui se concentre clairement sur des domaines d'innovation allant à la recherche fondamentale au déploiement de solutions. Le secteur forestier du Canada priorise et investit activement dans sa transformation, incluant sa transformation numérique afin d'exploiter la valeur des données et des technologies de données pour soutenir la prise de décision et optimiser les chaînes de valeur. Le secteur forestier canadien a le potentiel d'être l'un des leaders mondiaux dans cette entreprise spécifique, mais il aura besoin du soutien pour tirer pleinement parti de cette opportunité. Il est important de noter que parmi les secteurs des ressources naturelles au Canada, le secteur forestier est bien positionné de devenir un chef de file dans ce domaine. Prochaine diapo. Aussi, les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement en ressources naturelles sous-tendent plusieurs des initiatives stratégiques prioritaires du Canada en matière de climat, d'environnement et d'économie. Qu'il s'agisse à l'atteinte d'un bilan carbone net nul d'ici 2050, du soutien à la transformation de l'industrie et de la bioéconomie circulaire émergente, ces efforts reposeront sur des chaînes d'approvisionnement en ressources naturelles hautement durables, efficaces et agiles. Bon, ici, c'est à ton tour, Eric. Excusez, je dois mettre mon micro, vous m'entendez bien? Bonjour à tous et toutes et merci d'être là aujourd'hui. Donc, notre proposition de valeur ici, ce qu'on dit, c'est que pour optimiser et diversifier les chaînes de valeur forestière de façon efficace, on se doit d'exploiter la pleine puissance des technologies de l'information et des disponibilités des données tout au long de cette chaîne de valeur-là qu'on a essayé de décrire ici de façon relativement simpliste. Donc, vous voyez du côté gauche de la diapo, la forêt, les arbres, les gens qui font l'exploitation forestière en forêt, les entreprises qui transportent le bois vers les sites de transformation que sont les scieries, les usines de pâte et papier, les bioraffineries et autres, jusqu'à la mise en marché aux clients finaux. Toute cette chaîne de valeur-là est connectée du point de vue de la matière, donc la fibre forestière qui est transportée, transformée, au niveau de l'énergie également, et au niveau de l'information. Donc, ce qu'on dit, c'est, puis ce qu'on veut faire, c'est tirer un maximum de bénéfices du partage de l'information tout au long de cette chaîne de valeur-là pour mieux supporter la prise de décision. Excusez-moi. Les avantages apportés par la numérisation sont nombreux. Donc, tout d'abord, ça apporte des bénéfices au niveau de la réduction des risques liés à l'approvisionnement en fibres en fournissant de meilleures prévisions sur la disponibilité de cette fibre-là, où est-elle, à quel coût, etc. Puis, en permettant de savoir aussi est-ce qu'il c'est possible de diversifier l'approvisionnement. Donc, s'il y a des goulots d'étranglement ou des limitations au niveau de l'approvisionnement, si on a accès à une meilleure information en temps réel, ça permet d'être plus souple. Puis, d'accroître l'agilité et la résilience de la chaîne de valeur également, en assurant une planification plus rapide, idéalement de façon temps réel, pour saisir les opportunités et bien comprendre les perturbations tout au long des opérations quotidiennes de l'industrie forestière. Puis, globalement, ça permet d'augmenter la valeur à tous les niveaux, donc au niveau des procédés industriels ou des processus qui sont optimisés, donc en ayant accès à de l'information qui est plus rapide, qui est plus utile dans la prise de décision, qui permet de corriger des erreurs, de s'adapter de façon plus rapide. Et on souhaite d'optimiser également
le plus possible des opérations à plus faible valeur ajoutée le long de la chaîne de valeur. Donc, tout cela, on croit, va permettre d'amener un avantage compétitif à l'industrie forestière qui va lui permettre de se démarquer au sein de la compétition mondiale. Je donne un exemple ici du Québec, la province du Québec. Vous savez probablement mieux que moi qu'il y a des sites d'aménagement et des régions administratives. Tous ces unités d'aménagement-là offrent des conditions de marché qui sont différentes l'une de l'autre. Si on prend la Côte-Nord, si on prend le nord du Lac-Saint-Jean ou on prend le sud du Québec, les espèces forestières, les arbres sont différents, les conditions de marché sont différentes, les opérateurs sont différents. Donc, c'est très difficile d'optimiser la chaîne de valeur dans ce sens-là. Puis, je donne un exemple ici de façon plus précise. On prend une région donnée dans le sud du Québec où on a des opérateurs forestiers, des chantiers forestiers, des droits de coupe, on a des données liées à la quantité de bois qui est disponible, à la quantité de bois qu'on peut aller chercher. On a des sites industriels de transformation, des usines de bois d'œuvre, des scieries, des usines de pâte et papier, par exemple. On peut même penser à l'installation d'usines de bioraffinerie pour produire des biocarburants ou des biomolécules. Comment optimiser la valeur de la fibre tout au long de cette chaîne de valeur-là, tout en minimisant les coûts de transport, les coûts en énergie, les émissions de gaz à effet de serre. C'est un problème extrêmement complexe qu'on peut résumer avec ce simple diagramme ici qui montre que on doit absolument avoir recours à des techniques avancées d'intelligence artificielle, d'analyse de données, de bénéficier de la puissance des ordinateurs pour être capable de résoudre ce problème d'optimisation-là qu'on ne peut pas faire de façon facile avec un papier et un crayon. Donc, où est-ce qu'on doit entreposer le bois, à quel temps on doit le transporter, quel est le meilleur moment d'aller chercher la biomasse pour l'amener au point A au point B de façon optimale. C'est un problème qui est excessivement difficile à résoudre, puis où l'information est fragmentée et non connectée le long de la chaîne de valeur. Donc, c'est un des défis auxquels on fait face. Et pour ce faire, on a lié les forces de deux secteurs très importants au sein de Ressources naturelles Canada. Le secteur des technologies de l'énergie que je représente par l'entremise du Centre de recherche de Calmet Énergie. Donc, Calmet Énergie, c'est la plus grande institution de recherche et développement dans le domaine de l'énergie au Canada. Plus de 500 scientifiques et ingénieurs dans le domaine de l'énergie, du côté industriel. Puis, nous avons une équipe qui travaille très, très fort du côté de l'intelligence artificielle. Donc, on a une très bonne connaissance des génies des procédés. On fait énormément de modélisation technologique, de simulation de procédés, d'optimisation de secteurs, de procédés industriels ou d'opérations unitaires. Puis, on vise des applications qui sont multiples, de la gestion d'énergie jusqu'à l'optimisation de l'opération en ligne. Puis, on s'est joint évidemment avec nos collègues du Service canadien des forêts. Puis ici, je vais repasser le micro à mon collègue Daniel qui va vous parler un petit peu plus en détail du Centre canadien de la fibre de bois. Daniel? OK, j'ai mon son. Oui, comme mentionné par Mathieu puis Eric, je travaille avec l'équipe du Centre canadien sur la fibre de bois. C'est une équipe qui est dispersée à travers du pays, parmi les centres régionaux de l'SCF. Encore, l'objectif de notre équipe est d'élaborer avec des collaborateurs des solutions efficaces et durables en matière de fibres ligneuses pour soutenir les secteurs forestiers canadiens. Le centre compte plus de 150 employés répartis à la grandeur du pays. Bien entendu, notre équipe travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires et collègues de RNCAN, y compris l'excellente équipe du CFL, bien sûr. Prochaine diapo. Juste une petite description les concentrations de domaines de recherche tels que la sylviculture, la caractérisation de la fibre, l'amélioration des arbres, l'inventaire forestier et travaille en étroite collaboration encore avec divers partenaires. Une emphase récente, c'est de relier les informations sur la fibre de bois à tous les composants de la chaîne de valeur afin de réduire les risques liés à l'approvisionnement en fibre de bois. Par conséquent, nos intérêts et notre capacité de recherche étaient bien alignés sur l'objet de travail dont nous discutons aujourd'hui. Prochaine diapo. Ta caméra est fermée, Daniel, toujours.
elle était ouverte, là, mais là, il vient de fermer. Ouais, je vais la recommencer, juste en tout cas. Ce sera pas long. Et voilà. Okay. Pour revenir au sujet de notre discussion, je pense que c'est important de souligner la remarquable richesse des données recueillies par les gouvernements et les parties prenantes du secteur forestier. Sur les ressources forestières, aux opérations de récolte et d'approvisionnement, aux usines de transformation et au niveau des clients et marchés. Toutes ces données sont essentielles à atteindre les objectifs d'application des techniques d'intelligence artificielle à l'optimisation de la chaîne de valeur forestière. Prochaine diapo, Eric. Cette diapositive décrit plus en détail les types de données disponibles dans la chaîne de valeur forestière. Se relier à la caractérisation de la forêt, incluant les données d'inventaire améliorées, aux opérations forestières, y compris le transport, la transformation et les demandes du marché. On va voir que les descriptions de les études de cas ciblés allons concentrer principalement à la gauche ici avec les analyses de la caractérisation de la fibre et des opérations forestières. Prochaine diapo. On a organisé des discussions et des ateliers pour en savoir plus sur les opportunités, les besoins et les défis auxquels sont confrontés les acteurs de la chaîne de valeur et pour présenter l'analyse de rentabilité de la collaboration et du partage des données entre les différents secteurs d'activité de la chaîne de valeur. Nous nous sommes efforcés de favoriser le dialogue en divers groupes d'intervenants, notamment des entreprises forestières, des fournisseurs de services d'intelligence artificielle et de services numériques, des groupes de développement économique régional, des ONG, des organisations de boisés privées et des organisations autochtones. L'atelier comprenait également des présentations de travaux effectués dans d'autres juridictions, notamment au Québec, présentées par Paul Stewart et Michael Rundqvist, ainsi que Emily Heidemann de Finlande. Nos premiers efforts pilotes se sont concentrés au Nouveau-Brunswick, sur le Nouveau-Brunswick, en raison de la disponibilité d'un inventaire forestier amélioré pour l'ensemble de la province, de sa taille et des signaux d'intérêt des parties prenantes du secteur forestier à collaborer pour tirer parti des données disponibles et de technologies numériques afin d'optimiser les chaînes de valeur forestière. Sur la photo à la droite ici démontre une discussion lors d'un atelier de 2 jours qui s'est tenu à Fredericton en personne. C'était ma dernière rencontre jusqu'avant que COVID ne change notre monde. Dernière rencontre en personne, je devrais dire. Et les commentaires reçus au cours de l'atelier, qui comprenait un groupe diversifié d'environ 30 à 40 parties prenantes clés du secteur forestier, ont confirmé l'existence d'un fort consensus sur l'importance de tels outils, la reconnaissance des limites existantes en matière de capacité et d'expertise et un intérêt significatif pour collaborer à des projets de recherche faisant progresser leurs applications et leur déploiement. Prochaine diapo. Cet atelier a été suivi de discussions et d'analyses spécifiques axées sur la cartographie des chaînes d'approvisionnement et des flux de données associés, ainsi que sur l'amélioration de notre compréhension de la capacité géospatiale et analytique actuelle des parties prenantes du secteur forestier, afin que les outils développés dans le cadre de cette initiative de collaboration puissent être mieux adaptés aux besoins des utilisateurs finaux.
je dirais les principales conclusions, c'était que l'inventaire forestier doit être amélioré. C'était une grosse priorité qui a été soulignée à plusieurs reprises. Le camionnage apparaît comme un domaine prioritaire. Et il y a eu un estimé à travers du dialogue avec les participants de l'atelier qu'au-delà de 100 millions de dollars de pertes par an dues à un camionnage non optimisé se déroule juste au Nouveau-Brunswick. Les données relatives aux abattuses sont essentielles pour améliorer la productivité. Et finalement, l'intégration des données, blocs de coupe, récolte et transport, est essentielle pour optimiser la chaîne d'approvisionnement. Prochaine diapo, Eric. Cette séance d'engagement a également montré que, compte tenu de l'état actuel des progrès et des capacités, l'ensemble de la numérisation des chaînes d'approvisionnement doit être abordé d'une façon stratégique afin de ne pas diluer les efforts et les investissements. En outre, il est clair que les entreprises et organisations spécifiques se trouvent à des stades très différents de leur parcours de numérisation. Alors que certaines grandes entreprises saisissent les opportunités, certains segments du secteur forestier ne sont pas prêts ou capables de profiter de ces opportunités, en particulier parmi les PME. Nos consultations suggèrent qu'elles n'adoptent pas de nouvelles solutions numériques, soit en raison de leur capacité limitée, ou soit parce qu'elles ne sont pas en mesure de prendre un risque de changer leurs opérations ou leurs modèles commerciaux. Prochaine diapo. En outre, et peut-être sans surprise, les conclusions de ces analyses ont également permis de dégager les enjeux suivants. Pour tirer pleinement parti de l'analyse, nous avons besoin de bases de données solides et d'une gestion de données robuste. Les données sont essentielles. L'analyse est assez facile une fois que vous avez les bons jeux de données. Et finalement, les défis de la création de solutions bien adaptées aux besoins des petites et grandes entreprises qui ont des besoins assez différents. Prochaine diapo. Quelques mots ensuite sur un ensemble de données et un domaine critique identifié comme hautement prioritaire par toutes les parties prenantes du secteur forestier qui ont participé aux ateliers et aux sessions d'engagement. Les inventaires forestiers basés sur le LIDAR. L'introduction de l'inventaire forestier amélioré et de diverses autres sources de données a considérablement augmenté la qualité et la quantité des données sur nos forêts et notre approvisionnement en bois. L'adoption de ces inventaires continue à accélérer au Canada et devient rapidement l'outil standard pour la caractérisation des ressources forestières. Le Canada compte maintenant plus de 350 000 km² de couverture de ces inventaires. Les partenaires ont un besoin et un intérêt considérable pour améliorer davantage ces outils et soutenir leurs adaptations et leur déploiement. Mais ils se concentrent maintenant aussi sur la possibilité de collaboration visant à exploiter davantage ces grands ensembles de données pour soutenir la prise de décision et faire progresser la numérisation du secteur forestier de façon plus générale. Prochaine diapo. Un domaine de recherche actif lié à l'IFE, les inventaires de forêts améliorés, est axé sur l'amélioration des prédictions au niveau des espèces et volumes. La résolution de cette question devient de plus en plus complexe à mesure que la diversité des espèces augmente. L'amélioration de la précision des informations fournies par l'imagerie LIDAR est un domaine dans lequel nous constatons des progrès rapides grâce à la combination de l'expertise mentionnée, de combiner des analyses de données, des experts dans ce domaine avec des forestiers. Prochaine diapo, Eric. Ici, c'est un tableau qui démontre des analyses, qui fait une comparaison de la performance des différents algorithmes d'intelligence artificielle sur la précision de la prévision de l'inventaire forestier.
les résultats qui démontrent que l'apprentissage profond permet d'augmenter de 7% la précision des prévisions de volume marchand par rapport à l'approche Random Forest, l'approche un peu plus conventionnelle. Une amélioration aussi d'au moins 10% de l'identification des espèces d'arbres. Prochaine diapo. Il existe aussi une énorme quantité de données potentiellement précieuses collectées par les machines de récolte que nous n'exploitons pas pleinement à ce point-ci. Ces données et les analyses associées pourraient accroître considérablement la productivité, améliorer la planification de la gestion forestière et augmenter la résolution et la précision des inventaires forestiers. Les abatteuses multifonctionnelles modernes sont de formidables instruments de mesure. Imaginez le diamètre de la tige à mesurer à tous les 10 cm sur tous les arbres abattus. Les mesures de longueur et de diamètre faites par les têtes d'abattage sont transmises à l'ordinateur de bord de l'abatteuse. Ces données sont d'abord utilisées pour guider l'opérateur pour le tronçonnage. Le tronçonnage automatique peut être optimisé pour maximiser la valeur de chaque bille en fonction d'une grille de prix. Les données servent aussi à l'opérateur de faire le suivi des volumes abattus par de types de produits, ce qui peut servir à l'opérateur d'évaluer sa productivité. Nous avons amorcé un projet de recherche pour explorer comment ces données pourraient être utilisées pour améliorer la gestion de chaînes de valeur forestière, notamment en améliorant la prévisibilité des récoltes au moment de la planification. Prochaine diapo. L'objectif du projet est de développer une méthode de prévision de rendement des récoltes en croisant l'information de la production des abatteuses avec les données de l'environnement de récolte fournies par les cartes numériques existantes comme l'âge, la composition et la hauteur du peuplement. Et le contexte de gestion comme la prescription civicole et les instructions de tronçonnage. Nous comptons utiliser des méthodes avancées d'intelligence artificielle pour maximiser la précision des prévisions et faciliter le travail de modélisation. Ces précisions de rendement de récolte seront une couche supplémentaire d'informations à l'inventaire forestier. Elles permettront aussi de mieux informer les usines avant la récolte sur l'approvisionnement à moyen et à court terme, et ainsi mieux planifier le transport et la transformation du bois. Nous sommes présentement à l'étape de la collection de données avec des partenaires et universitaires au Nouveau-Brunswick et au Québec. Prochaine diapo. Certains des défis responsables de l'utilisation limitée de ces données jusqu'à date sont la diversité de manufacturiers et de modèles de les machines, le manque de standards de données, ensemble d'entrepreneurs indépendants, l'absence de réseau cellulaire, l'absence de formation chez les entrepreneurs et un manque d'infrastructures de partage de données. Bien que ces défis puissent sembler insurmontables, la technologie évolue si rapidement que les solutions à certains de ces défis pourraient bien être résolues dans des délais très courts. L'accès à la connectivité cellulaire en est un bon exemple. À ce point-ci, je te relance le bâton, Eric. Merci, Dan. Donc, tout ce travail-là que Daniel vient d'énumérer, les sondages qu'on a fait, les ateliers de travail qu'on a fait pour bien comprendre les tendances de marché nous ont amené à identifier certaines priorités en termes d'applications sur lesquelles on doit consacrer nos efforts. Les applications liées à l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle puis d'analyse de données. Pour tout d'abord, comme vous l'avez entendu, améliorer de façon continue l'inventaire forestier. Donc, il y a une divergence entre les données théoriques que nous avons puis les données qu'on peut mesurer par la suite. Puis, les techniques avancées d'analyse de données permettent une amélioration de ce côté-là.
On veut intégrer des jumeaux numériques aux données EFI pour améliorer la productivité. Je vais vous parler dans quelques secondes en quoi consistent les fameux jumeaux numériques. Tout cela dans l'optique d'avoir une meilleure planification tactique de la récolte. Donc, tout ce qui est l'ordonnancement puis la planification au niveau de la récolte pourrait se faire de façon beaucoup plus efficace en ayant des données de façon plus précise. Vous avez vu certains des enjeux auxquels on fait face qui ont été décrits par Daniel précédemment sur la quantité et la qualité des données. Donc, tout cela affecte la planification qui est faite présentement. Puis évidemment, on veut utiliser ces données-là pour optimiser la chaîne d'approvisionnement, donc réduire les coûts de transport qui ont été identifiés comme étant un enjeu important lié à la consommation des carburants également, puis optimiser la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire de maximiser la valeur de la fibre tout au long de la chaîne de transformation, minimiser les coûts, minimiser la consommation d'énergie. Donc, il y a un gros travail à faire de ce côté-là. Tout le volet de l'ordonnancement de la production a été identifié par nos partenaires industriels comme étant de grande importance. Ça peut sembler facile, mais c'est très difficile pour les gens qui gèrent ça au quotidien de s'assurer qu'ils amènent la bonne quantité et la bonne espèce de fibre à la bonne place au bon moment, au bon coût. Donc, des grandes compagnies qui sont intégrées verticalement, par exemple, qui travaillent au niveau des exploitations forestières, qui gèrent des compagnies de transport ou qui sous-contractent ce travail-là, qui ont des usines de transformation de scierie, des usines de pâte et papier et autres, ont énormément d'enjeux à rencontrer, puis de grands puzzles à essayer de résoudre sur s'assurer que l'ordonnancement se fait de façon optimale. C'est un travail colossal qu'ils font tous les jours, mais ils savent que ce n'est pas optimal. L'amélioration du rendement des usines. Grâce aux jumeaux numériques, je vais vous donner des exemples dans quelques secondes. La capacité d'analyse de données permet de répliquer dans le monde virtuel des phénomènes physiques qui arrivent au niveau de l'exploitation forestière, au niveau du transport, au niveau des usines de transformation. Donc, ça offre de nouvelles opportunités complètes à des chercheurs, à des ingénieurs pour regarder puis évaluer des possibilités ou des options d'amélioration sans perturber les opérations quotidiennes au niveau de la chaîne de valeur. Puis finalement, c'est un constat qu'on a fait qui est très important. On se doit de travailler à renforcer les compétences de toutes les gens, les parties prenantes en matière d'analyse de données. On s'aperçoit que, il y a beaucoup de discussions autour des techniques d'intelligence artificielle. Les gens voient bien qu'il y a énormément de systèmes d'acquisition de données, d'ordinateurs qui ont été intégrés tout au long de la chaîne manufacturière. Puis, ils savent qu'ils n'exploitent pas de façon totale les données qu'ils ont à disposition. Ils ne sont pas sûrs comment le faire. Ils ne comprennent pas tout à fait les nouvelles techniques qui existent, les outils qui existent. Donc, il y a tout un travail à faire de ce côté-là, de supporter les ingénieurs, les décideurs, les opérateurs forestiers dans leur travail de mieux exploiter les données. Donc, en les supportant, puis en les formant dans ces techniques-là. Donc, un résumé des applications qu'on entrevoit d'assez haut niveau au niveau de l'intelligence artificielle. C'est évident que ça peut aider à faire de meilleures prévisions. Donc, tout le travail qui est fait dans l'industrie forestière, de prévoir les inventaires existants, de prévoir les cédules de récolte, par exemple, puis basé sur une multitude de contraintes qui existent, de faire une meilleure prescription sylvicole, comme ça a été mentionné plus tôt, d'évaluer les temps, les coûts de transport. Donc, tout ça, on pense qu'au niveau des analyses prédictives, ça peut améliorer grandement le travail qui se fait présentement. Mais ultimement, ce qu'on veut, c'est utiliser la puissance des outils de calcul puis des disponibilités des données pour supporter une meilleure prise de décision à tous les niveaux, au niveau de la planification de la récolte, au niveau des réseaux de transport qui sont complexes, comme je l'ai mentionné au tout début de la présentation, et aussi au niveau de la transformation. Donc, où sont les besoins du marché? Est-ce que c'est davantage de bois d'œuvre qui doit être produit? Est-ce que c'est davantage de pâte et papier? Est-ce que c'est davantage de granules ou autre type de transformation? Donc, comment maximiser la valeur de la fibre tout au long de la chaîne? On croit que les techniques avancées d'analyse de données liées à l'intelligence artificielle permettent de supporter une meilleure prise de décision de ce côté. Puis, nous y voici avec le jumelage numérique. C'est une diapositive qui est un peu peut-être complexe, mais qui permet d'expliquer un petit peu l'approche que nous faisons. Donc, Daniel vous a montré
la quantité astronomique de données qui existent tout au long de la chaîne forestière. Donc, les exploitants dans la forêt, au travers des machines comme des abatteuses multifonctionnelles et autres, génèrent des quantités importantes de données qui ont des formats différents, des couleurs différentes, qui sont prises à des moments dans le temps différents également. Le système de transport, les camionneurs monitorent également les volumes transportés, la consommation de diesel lors des parcours, les chargements, etc., de façon géospatiale. Donc, il y a une géolocalisation qui existe aussi. Au niveau des usines de transformation, on calcule les volumes reçus, les volumes transformés, les coûts de revient, la productivité, etc. Donc, il y a une quantité astronomique de données qui sont présentes là, mais sont un des grands défis auxquels on fait face, c'est que ces données-là sont en silo. Les gens des opérations forestières ont leur jeu de données, puis sont très, très occupés à faire la meilleure utilisation possible de cela. Les gens du côté transport, la même chose. Dans les usines, la même chose. Au niveau des marchés, les gens qui sont aux ventes, au marketing, font le même constat. Mais comment peut-on lier toutes ces données-là ensemble? C'est un grand, grand, grand défi. Et c'est là qu'interviennent les techniques d'intégration et de fusion de données qu'on peut utiliser grâce à des techniques avancées d'intelligence artificielle. Donc, pour faciliter ce maillage-là, puis cette fusion-là de vastes groupes de données où la réconciliation est vraiment difficile. Puis, ça permet d'arriver à ce qu'on appelle des produits de données. Donc, non plus des données brutes, mais davantage des données de type indicateur clé de performance qui peuvent être mieux compris par les décideurs et mieux utilisés par conséquent. Donc, ici, l'avantage des jumeaux numériques, qu'est-ce qu'on fait avec un jumeau numérique? C'est en fait, on réplique des phénomènes physiques qui existent dans le monde réel, dans le domaine des ordinateurs. Donc, un équipement particulier, un camion, une abatteuse, une usine, un procédé. Puis, ça permet, grâce à ces jumeaux numériques-là et à la puissance des ordinateurs d'aujourd'hui, d'évaluer toutes sortes de simulations possibles. Donc, l'introduction de nouvelles technologies, par exemple, dans un domaine donné. Quels seront les impacts de cela sur les opérations par l'industrie? Donc, de développer des scénarios de simulation. Okay. Donc, on veut minimiser, par exemple, la consommation d'énergie. On veut maximiser la valeur de la fibre. On veut mieux exploiter les droits de coupe auxquels on a droit. Donc, on peut jouer avec ces jumeaux numériques-là pour développer des scénarios, puis de voir après ça, bon, comment on va les appliquer dans le monde réel. Donc, ça offre des possibilités très, très vastes, puis ça permet de réduire grandement le coût de faire ces analyses-là et d'accélérer la prise de décision également. Donc, on peut développer des scénarios grâce à la simulation numérique de façon beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide que précédemment lorsqu'on le faisait avec un tableur Excel ou avec un papier et un crayon. Puis, des exemples de cela, grâce aux jumeaux numériques, on peut développer de meilleurs designs de procédés, par exemple. Donc, ça a été démontré, puis on travaille sur cet aspect-là. Donc, comment utiliser les données au travers de techniques je n'ai pas les termes en français, je m'excuse, mais d'apprentissage profond ou de reinforcement learning qu'on appelle. Donc, à partir de grands jeux de données pour bien identifier les points de pression, puis comment on peut faire des meilleurs designs d'équipements ou de procédés. Même chose, on en a parlé au niveau de la planification, de l'ordonnancement, de l'exploitation. Donc, on peut avoir, avec ces jumeaux numériques-là, regarder divers scénarios pour améliorer ce travail-là. Puis on va voir de façon réelle l'opportunité, puis les avantages, puis les bénéfices d'aller par là, bénéfices économiques, environnementaux ou autres. On peut également servir des techniques de jumeaux numériques pour intervenir sur les systèmes de contrôle des équipements forestiers de tout acabit. Ici, on peut penser à développer des indicateurs clés de performance, par exemple, qu'on va monitorer par la suite. Donc, si c'est la productivité en mètres cubes d'une abatteuse ou de 17 abatteuses dans une région donnée, bien, on peut regarder avec les systèmes d'acquisition de données quels sont ces indicateurs clés de performance-là, puis intervenir ensuite de ça sur les opérations. La même chose dans une usine les usines, on le sait, sont très bien instrumentées. On a beaucoup, beaucoup d'exemples où on travaille de ce côté-là pour améliorer les opérations quotidiennes au niveau des usines. La maintenance est un autre bon exemple. La maintenance est nécessaire, mais c'est ce qu'on appelle souvent un mal nécessaire parce qu'on arrête les opérations souvent pour se faire. Donc, comment maximiser le rendement de ces cédules de maintenance-là? Bien, l'analyse de données permet de déterminer dans le temps
quel serait le meilleur ordonnancement au niveau de la gestion des actifs. Encore une fois, de façon très large. Donc, tout cela est lié. Puis, les capacités qu'offre maintenant la puissance des calculateurs comme les ordinateurs et la disponibilité de vastes jeux de données permet d'aller dans ce sens-là. Puis, on rentre vraiment dans le 21e siècle ici. Quelle est la suite de tout ça? Vous comprendrez que c'est un grand défi auquel on s'attaque. Il y a beaucoup de joueurs avec qui on doit travailler. Daniel en a mentionné quelques-uns plus tôt, mais on travaille avec des universitaires, on travaille avec le milieu, le secteur industriel, on travaille avec les fournisseurs de technologie, mais il y a vraiment beaucoup de défis. Puis pour ce faire, au sein de Ressources naturelles Canada, eh bien, on a développé une stratégie qui, on souhaite, va permettre d'accélérer la transformation numérique des secteurs des ressources naturelles du Canada, particulièrement le secteur forestier au tout début. Donc, ça fait maintenant déjà plus de 2 ans qu'on travaille à mobiliser les intervenants. Vous avez vu plus tôt l'atelier de travail qu'on a organisé au Nouveau-Brunswick, qui était un endroit où on avait déjà de très bons actifs, de très bons partenariats établis. On connaissait bien le marché. Ça a permis de bien comprendre quels sont les enjeux auxquels on fait face. On travaille évidemment au sein même de l'appareil gouvernemental fédéral à établir des liens, Service canadien des forêts, notre secteur, le secteur des technologies de l'énergie, mais plein d'autres acteurs qui ont un rôle à jouer ici, que ce soit au niveau des programmes subventionnaires, que ce soit au niveau des priorités ministérielles. Donc, il y a une coordination en interne qui se fait. Puis, on a un banc d'essai qu'on peut appeler, qui est au Nouveau-Brunswick présentement, où on teste une panoplie, nos équipes de chercheurs, d'ingénieurs testent une panoplie de nouvelles techniques qui visent à optimiser la chaîne de valeur, comme on l'a expliqué un petit peu plus tôt. Présentement, ce à quoi on s'attaque, c'est valider certains constats régionaux. On l'a dit, les dynamiques de marché sont différentes au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Colombie-Britannique, puis même dans une même province, dans divers secteurs. Donc, il y a une réalité régionale qu'on doit tenir en compte dans nos études, puis ces études de cas-là permettent de valider certaines idées ou concepts que nous avons en tête. Parallèlement à ça, on met en place une structure de gouvernance au sein même de Ressources naturelles du Canada pour permettre de mieux coordonner les efforts. J'ai de l'écho sur la ligne, je ne sais pas s'il n'y a que moi. Excusez-moi. Vous m'entendez bien? Je vais continuer dans ce cas-là. Donc, ça va, j'ai coupé quelqu'un qui avait ouvert son micro. Ah, d'accord. Excusez-moi. Merci. Donc, oui, on travaille à mieux coordonner nos activités au sein même du ministère. Puis, afin d'être en mesure de bien intervenir avec les parties prenantes provinciales, les autres centres de recherche et tous les acteurs du milieu, donc l'industrie en particulier. Puis, on désire pouvoir inclure cela dans les priorités ministérielles et d'avoir un dialogue au niveau national sur la collaboration avec les provinces et les territoires. L'idée, ce serait sur le long terme. On a mis 3 petits points après 2024. Somme assez ambitieux, mais ce serait pouvoir agrandir ce programme-là pour englober d'autres secteurs des ressources naturelles au pays, donc tenant compte des bons résultats qu'on aurait eus dans le secteur forestier. Donc, ici, je vous lance une invitation à tous et toutes de relayer ce message-là. Donc, de façon similaire à ce qu'on a fait au Nouveau-Brunswick, on désire faire sensiblement la même chose au Québec au printemps prochain. Donc, d'organiser un atelier assez vaste avec tous les joueurs, les parties prenantes dans le domaine forestier pour, aider à développer une compréhension commune de ce qu'on essaie de faire ici. Donc, comment tirer le maximum de valeur des données disponibles et comment tirer le maximum de valeur des techniques d'analyse de données qui existent pour aider tout le monde à faire un meilleur boulot. On veut bien comprendre comment ces outils-là peuvent améliorer la prise de décision, cerner l'état actuel des lieux, donc où en est l'industrie dans ses réflexions vis-à-vis des stratégies d'investissement dans le domaine d'analyse de données avancées, des techniques d'intelligence artificielle, des techniques d'investissement en système de mesure. On l'a vu, il y a plusieurs enjeux encore au niveau de l'acquisition des données. Donc, on veut mieux comprendre les dynamiques de marché ici au Québec afin de déterminer les défis et les opportunités auxquelles on fait face. Donc, l'idée, c'est d'être capable ensuite de ça, de prioriser ces opportunités-là de façon collective, puis de dire, ben c'est ici qu'on doit mettre nos efforts. Peut-être que cette application-là est intéressante, mais moins prioritaire, puis on va bâtir des partenariats, on le souhaite, avec les intervenants du milieu pour favoriser cette coopération-là, puis
prendre plein d'avantages des données qui existent et des outils de la prise de décision qui peuvent être développés. Donc, c'est le travail auquel on s'attaque. Des invitations seront lancées pour participer à un atelier au printemps. Donc, souhaitons que certains d'entre vous pourront ou voudront bien y participer, puisque l'opinion de tout le monde est absolument essentielle pour être bien certain qu'on se dirige puis on met nos efforts dans la bonne direction. Et je termine en vous remerciant tout le monde d'avoir participé à ce colloque du Centre de foresterie des Laurentides ce matin. Puis, je crois qu'il y aura même une période de questions qui sera ouverte par la suite pour supporter les échanges. Donc, en mon nom et au nom de Daniel, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Ce matin, vous avez nos coordonnées ici. La présentation sera disponible, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous voulez poursuivre les discussions. Nous avons besoin de vous pour mener à bien nos projets. Merci beaucoup. Alors, merci, messieurs Maslow les soucis. Bonjour à tous. Je suis Pierre Godbout. J'animerai la période de questions. Alors, vous pouvez tous maintenant activer votre vidéo ou votre caméra si vous le désirez. Comment procéder pour poser une question? Alors, vous pouvez poser votre question dans la langue officielle de votre choix avec votre micro de l'ordinateur en cliquant à droite de votre nom dans la liste des participants et sélectionner l'icône main levée. Lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à enlever votre mode sourdine en cliquant sur l'icône micro. Puis après avoir posé votre question, s'il vous plaît, vous remettre en mode sourdine. Nous souhaitons que vous posiez une question à la fois. Autant pour donner la chance aux conférenciers de bien répondre à votre question et de laisser la chance à tous de poser leurs questions également. Si vous préférez poser votre question par écrit, utilisez la boîte de chat. Vous n'avez qu'à sélectionner l'icône en forme de bulle en bas à droite pour l'activer si ce n'est pas déjà fait. On vous demande de vous identifier clairement en donnant votre nom et l'organisation pour qui vous travaillez. Alors, la période de questions est maintenant commencée et je vais rétablir le son pour tous. Donc, vous n'avez qu'à sélectionner l'icône main levée ou aller dans le chat comme je viens de le mentionner. Alors, je crois que Jean-François a une question. Donc, vas-y, Jean-François. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK. Bien, merci pour la présentation. Très intéressant. Beaucoup d'enjeux dans ça. Moi, j'accueille très favorablement l'avant-dernière diapositive. Oui. Jean-François, j'aimerais ça que tu te... Oui, excusez. On sait que Jean-François à côté, mais de quelle organisation tu représentes? Parce que peut-être que tu as bougé. Excusez, j'ai oublié ce bout-là. Jean-François Côté, directeur foresterie du Conseil de l'industrie forestière du Québec. Alors, je représente la majorité des membres industriels qui ont des usines de transformation du bois et qui font affaire là, au niveau de l'approvisionnement forestier avec le ministère des Forêts parce que la planification relève essentiellement du ministère des Forêts, mais avec une collaboration du monde industriel. Donc, l'avant-dernière diapositive où vous venez nous dire que vous voulez faire un atelier ce printemps, oui, s'il vous plaît. Puis la suggestion que je vous ferais, c'est que même avant cet atelier-là, d'interpeller le CIFQ ou ses membres à partir de peut-être d'un certain nombre de questions pour bien cerner, je dirais, les attentes ou les problématiques. Parce que je ne voudrais pas que l'atelier ne soit que la répétition de cette présentation-là, mais qu'il y ait déjà là, qu'on vous alimente à partir de nos besoins ou de la situation particulière du Québec. Parce que la planification est complexe. C'est chacun pour soi aussi quand c'est le temps de l'approvisionnement. Fait que ça devient difficile. Après ça, on peut optimiser en théorie, mais en pratique, chaque industriel veut du loin, du proche. Pas beaucoup de sapins, pas beaucoup de feuillus intolérants. Donc, il y a toutes sortes d'autres enjeux qui viennent, je dirais, polluer l'optimisation qui peut être faite du côté de la forêt. Je pense qu'en usine aussi, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être améliorés, mais mon commentaire, c'est de dire, en fonction de cet atelier-là que vous prévoyez prochainement, n'hésitez pas à me contacter pour que je relaie l'information à nos membres
mais qu'on puisse déjà faire un premier travail qui aidera là, à rendre les ateliers plus productifs de chaque côté. Merci beaucoup. Je pourrais peut-être mentionner que, tout d'abord, on a travaillé avec le CIFQ, avec votre collègue Pierre Vézina, côté énergie particulièrement, donc dans les usines. Mais deux, on n'a pas l'intention d'imposer nos vues, Ressources naturelles Canada, lors de cet atelier-là, mais au contraire, inviter les gens à expliquer les enjeux auxquels ils font face, puis d'être capable de collectivement trouver des solutions. Donc, vous entendre serait effectivement absolument primordial, puis vous serez invité, c'est bien noté. Juste pour ajouter, Jean-François, on est en train d'établir un contrat avec une compagnie qui va nous aider à faciliter cet atelier-là. On a déjà commencé à discuter avec eux le besoin d'avoir des entrevues avant l'atelier pour vraiment cibler les choses, puis aussi d'établir un peu un comité aviseur pour structurer l'ordre du jour et la discussion qui se déroulera probablement en mars. Ça fait que on va te contacter après la rencontre, Jean-François, pour discuter de la stratégie optimale d'avancer avec une stratégie comme ça. Là. J'ai une deuxième question. Taceda Boukerouk, je m'excuse si je prononce mal. Bonjour, hein, vous avez pas, comment vous avez bien prononcé. Alors, moi, je suis professeure à l'École de technologie supérieure. J'ai déjà travaillé à l'Université Laval dans le cadre de mes projets postdoctoraux sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur forestier, donc tout ce qui est approvisionnement de la fibre, comment améliorer l'allocation, des garanties d'approvisionnement, comment optimiser le design, la planification de la chaîne d'approvisionnement avec différentes unités d'affaires. Donc, c'est très intéressant la présentation que vous avez faite et il y avait beaucoup de choses qui me parlaient quand vous parliez de planification du transport, ordonnancement, tout ça, c'était vraiment intéressant. J'avais une question en lien avec l'intégration des systèmes. Vous disiez que c'était un enjeu important et effectivement pour permettre la fluidité de l'information, comment le partage de l'information, ben, ça prend d'intégrer les systèmes. Et on sait que les systèmes sont très différents. C'est des technologies, pour certaines qui sont assez anciennes. Puis on sait que lorsqu'on veut faire parler les systèmes, ben, c'est difficile, il n'y a pas vraiment d'interopérabilité. Alors, comment faire en sorte que les systèmes se parlent pour être capable justement de partager l'information et de pouvoir finalement exploiter cette information-là? Donc ça, c'était une de mes questions. Et j'en avais d'autres, mais je vous laisserai déjà avec cette question-là, puis je laisserai les autres participants peut-être poser d'autres questions aussi. Merci. C'est un très bon point, effectivement. Comme j'ai essayé de mentionner, la conciliation des données de tout acabit représente la clé de voûte du problème d'optimisation dont on fait face. Vous l'avez bien noté, les sources de données sont différentes, sont réparties un petit peu partout. Un des objectifs qu'on a sur le long terme, c'est d'être capable de créer ce qu'on appelle une plateforme ouverte de partage de données et d'outils et d'algorithmes permettant à plusieurs parties prenantes d'avoir accès à ces données-là. Évidemment, il y a des enjeux de propriété intellectuelle, il y a des enjeux de confidentialité, il y a des enjeux de format de données, d'entreposage. On n'a pas résolu ces questions-là, encore une fois. Mais c'est, je pense que comme centre de recherche gouvernemental, on a un rôle à jouer à faciliter ce travail-là, puis d'amener les gens à mettre ensemble, à mettre en commun leur expertise, leur outil. Puis, sachez qu'on travaille avec l'ETS et l'Université Laval également. Donc, vous connaissez peut-être même certains chercheurs chez nous qui travaillent sur des problèmes d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Peut-être, juste relié à ta question, j'inviterais peut-être Molo Tamazout ou Jean-Martin Lucier ou Adam Dick à partager certaines de leurs perspectives par rapport à cette question fondamentale. Jean-Martin, tu es sur l'écran, veux-tu y aller premièrement? Sur l'interopérabilité des systèmes,
C'est une grosse question. D'abord, actuellement, ce qu'on est en train de travailler en collaboration avec l'Université Laval, FORAC, c'est l'interopérabilité des données. Donc, le problème qu'on a présentement pour les données forestières, là, c'est pour pouvoir travailler sur des standards de données ou travailler sur des centrales de données. Donc, c'est ce qu'on est en train d'examiner avec le projet FORAC ID de l'Université Laval. Puis, ce qu'on veut aussi arriver à développer, ou en tout cas je dirais à chercher, c'est examiner c'est quoi les modèles d'affaires qui permettraient d'y arriver. Il y a les questions de plateforme technologique, là, mais le moteur de tout ça, c'est les associations d'affaires, les modèles d'affaires entre les entreprises. Puis présentement, il y a très peu de choses qui existent. Donc, il y a un travail de recherche à faire là-dessus. Puis après ça, à tenter de développer. Il y a plusieurs approches, là, mais une approche que je trouve sympathique, c'est par exemple ce qui se passe en Suède, où les données sont gérées par un tiers qui est en soi un consortium entre l'industrie, gouvernement et les académiques pour les données d'inventaire, pour les données de machines, puis les données d'état des chemins. Donc, c'est à peu près le commentaire que je peux faire présentement. Merci, Jean-Martin. Je pense qu'on a peut-être perdu Mouloud. Éric a disparu, il va peut-être réapparaître, mais en attendant, il est réapparu. Mouloud, tu es revenu. Oui, allez-y, M. Mazara. Mouloud, tu es revenu. Je ne sais pas si tu avais des commentaires à ajouter. Je ne voulais pas te mettre. Non, juste ajouter qu'effectivement, c'est une des problématiques, un des défis qu'on a déjà identifiés. On travaille avec des organismes comme OGC, le Open Geospatial Consortium, qui développent des standards d'interopérabilité, etc., etc. Mais évidemment, il y a des universités, etc. Donc, c'est effectivement, je pense, le gros défi qu'on a dans ce projet-là, c'est effectivement celui-là. Si ça fait le tour pour cette question-là, Jean-François, avais-tu une autre question, Jean-François Côté? Non, j'ai pas. Est-ce que j'ai encore la main levée, excusez? Oui, pas de trouble. OK. Taceda, est-ce que tu veux poser une autre question? Si vous me donnez l'opportunité, oui, j'aimerais bien. En fait, c'est deux questions, une petite et une peut-être un peu plus qui demande un peu plus d'élaboration. La première, c'est que faire avec les régions éloignées qui sont difficilement connectables au reste du réseau. C'est un problème aussi. Puis l'autre question, c'est jusqu'à maintenant, il y a déjà des technologies d'aide à la décision qui ont été développées, que ce soit au niveau de l'optimisation, au niveau de la simulation à événements discrets. Et en fait, on voit très peu de transfert vers l'industrie de ces outils-là. Alors, qu'est-ce qui va faire aujourd'hui que les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle par exemple, l'analytique des données, qu'est-ce qui va faire que ces technologies-là vont avoir un meilleur succès lorsque ce sera le temps de les transférer vers l'industrie? Je peux peut-être essayer de fournir un élément de réponse, mais Mouloud, tu iras par la suite. Bon, vous n'êtes pas sans savoir peut-être que FP Innovation, un centre de recherche dans le secteur forestier, travaille très, très fort pour améliorer la connectivité sur les sites d'exploitation forestière, donc au travers d'antennes cellulaires, de répétiteurs, ce genre de choses-là. Puis, comme l'a mentionné également Daniel dans la présentation, les technologies avancent rapidement. Donc, il y aura des possibilités éventuellement de se connecter à peu près partout sur la planète avec un réseau satellitaire. Donc, ça pourrait aider à résoudre cette problématique-là. Du côté du transfert des outils, des connaissances, bon, on veut faciliter ça, puis les mettre en commun, évidemment, mais l'industrie privée a un rôle à jouer important de ce côté-là. Il y a déjà des joueurs, comme vous dites. Il y a déjà des outils qui existent. On en connaît plusieurs, pas tous, évidemment. Mais c'est là qu'on croit qu'on a un rôle à jouer au niveau de supporter le développement des compétences. Donc, si on veut atteindre une transformation de marché importante sur le long terme, on doit s'assurer que ces outils-là sont connus, que ces techniques-là, ces méthodes-là sont connues. Et pour ce faire, on offre de la formation, des ateliers, des webinaires pour faire de la sensibilisation. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire.
Puis au niveau de l'analyse de données, bien, on offre déjà des portions de cours dans certains cursus universitaires, donc pour développer la prochaine génération d'ingénieurs à l'utilisation de ces techniques avancées de données-là. Puis l'équipe de Mouloud travaille en ce sens-là. Donc, pour des portions sur vos questions qui sont très pertinentes. Si je peux me permettre, c'est une excellente question par rapport à qu'est-ce qui va faire, comment ils vont utiliser les outils existants. Avant d'entrer là, on a déjà regardé ce qui existe. Et c'est développé ce qui manquerait. Alors, pour l'action donnée par l'utilisation des logiciels existants, tout le monde nous dit que le gros problème, c'est quand on commence à en train de donner que ça commence à être difficile. Donc, notre objectif, c'est comment faciliter et Mouloud, ces données et montrer des données à tous ces outils-là. Un moment, s'il vous plaît, je ne sais pas si je suis le seul, là, mais on a des problèmes de son. Ouais, la ligne est vraiment mauvaise, Mouloud, pour toi. On t'entend pas bien. Ça se peut, Mouloud, c'est ton VPN peut-être, là. Peut-être désactiver votre VPN. On parlait de régions éloignées, là, c'est ça le problème. La reine est mal connectée. Désolé. Vous m'entendez mieux maintenant? Je veux juste lire un commentaire dans le chat de Yves Lachapelle. La constitution d'un comité aviseur est très intéressante. Puis, il a une question aussi, mais avant de poser la question d'Yves Lachapelle du chat, je vais laisser la parole à M. Mouloud Amazoud. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui. Un petit peu mieux. Ça coupe beaucoup, Mouloud. Monsieur Amazouz, peut-être juste essayer de vous enlever du VPN en attendant. On va revenir à vous, mais en attendant, pour continuer la période de questions. Alors, Yves Lachapelle, croyez-vous réaliste de pouvoir atteindre au Canada ou au Québec le niveau de collaboration nécessaire entre les différents acteurs du secteur forestier afin de mettre en place un méga système d'information qui permettrait d'optimiser la connaissance des décisions? Est-ce qu'on peut savoir l'organisation pour laquelle M. Lachapelle travaille? Je vais lui laisser répondre. Oui. Fois, les gens bougent beaucoup. OK, est-ce que je suis. Vous m'entendez? On t'entend. Je suis pour FP Innovation. Et la question vient notamment lors du récent congrès de l'Ordre des ingénieurs forestiers. On avait une présentation de comparaison entre la Suède et le Québec. Et c'est certain qu'en Suède, ils ont été en mesure de monter des systèmes justement pour pouvoir optimiser les flots de transport, puis avec des gains très significatifs au niveau des coûts de transport. Mais dans la philosophie suédoise, la compétition est à l'extérieur de la Suède. Alors que ce qu'on a au Canada, les entreprises se voient en compétition entre elles. Et donc, c'est pour ça que la limite à tous nos efforts de transformation numérique va être, à mon avis, va être au niveau de cette collaboration-là qui est essentielle. C'est un excellent point. On connaît bien votre organisation, on connaît bien ce qui se fait en Suède. Les Finlandais ont réussi avec un certain succès, je dirais, à mettre en place un écosystème numérique de collaboration au sein de leur industrie. Puis vous avez raison en disant que la compétition est mondiale, elle n'est pas canadienne. Donc, les entreprises canadiennes font face à une compétition féroce dans les autres marchés. Puis, on souhaite agir comme facilitateur de ce côté-là, mais évidemment, il y a beaucoup d'enjeux, comme j'ai dit, au niveau de la confidentialité. Donc, l'idée, c'est d'être capable de créer un système où que les gens pourront bénéficier des techniques qui sont développées dans les centres de recherche comme chez nous, pourront utiliser des nouveaux outils d'analyse avec leur propre jeu de données
pour supporter leur prise de décision. Donc, mettre les données publiques dans le domaine public, faciliter l'accès à ces données-là, fait partie du mandat. Merci, M. Soucy. Puis, ce que je voulais, c'est un peu mon commentaire de tout à l'heure. Avoir un comité aviseur en vue de préparer un atelier au printemps au Québec, c'est très important, à mon avis, parce qu'il faut que les représentants de l'industrie, les représentants des différents gouvernements, il faut que le gouvernement du Québec soit là aussi. Il faut que FP Innovation y soit également. Jean-Martin? On va faire 2 commentaires. Un sur le commentaire sur la question à Yves. Ma lecture de la situation, c'est que en digitalisation, en numérisation, optimisation, intelligence artificielle, ces solutions-là, pour l'instant, sont pensées pour la grosse industrie. Pour l'industrie forestière, il y a des compagnies, des fournisseurs de logiciels qui sont prêts à offrir des systèmes, mais ces systèmes-là sont abordables et accessibles à des grosses entreprises. Dans une chaîne de valeur où la chaîne de valeur comprend aussi une foule d'entrepreneurs et de PME ou de scieries qui n'ont pas les moyens ni techniques ni financiers de ces gros systèmes-là, c'est là qu'on a à être inventif et créatif parce que la chaîne de valeur, c'est une image, mais la chaîne de valeur ne peut pas être plus forte que le maillon le plus faible de sa chaîne. Donc, si au niveau de la gestion de l'information, les PME sont laissées pour compte, on n'aura pas une chaîne de valeur qui va être performante uniquement pour les plus gros. C'est cette question-là qui est à débattre. Puis c'est là que probablement des associations d'entreprises sont à évaluer. C'est un commentaire. L'autre élément, c'était pour répondre à la question de Tesseda au niveau du fossé qu'il y a entre la recherche, développement et l'application. Moi, j'invite à ce que ça fasse partie des discussions de l'atelier qu'on veut avoir ce printemps, parce que c'est effectivement, là, il y a de part et d'autre, il y a des goulots d'étranglement, il y a des solutions qui sont prometteuses, mais qui ne sont pas appliquées. Pourquoi? Parce que il manque de fournisseurs de services. Est-ce qu'il manque de compétences? Est-ce que c'est une question de pertinence, de timing? Le ministère des Ressources naturelles du Québec, du Forêt Faune, ont déjà essayé de développer certains outils. Puis les développeurs se sont frappés au même mur. C'est à discuter pour voir comment, au niveau de l'innovation, on peut arriver à abattre ces murs-là, comment on peut simplifier ça pour arriver à tirer profit des innovations qu'on propose. Adam, y avait-tu d'autres points que tu voulais souligner? Je pensais certainement pertinent à la question de peut-être le changement de culture ou l'augmentation de l'ouverture de collaborer sur des solutions communes puis de compétitionner sur l'exécution. Je donne la parole. Donc, au cours des engagements avec le secteur forestier ici au Nouveau-Brunswick, ils ont oui, c'est quelque chose qu'ils ont réalisé. Tout seul, ils ont une limite à ce qu'ils peuvent accomplir. Et c'est une réalisation qu'ils peuvent. Ce sont des avantages de travailler ensemble. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a entendu d'eux. Au sujet de créer une méga système d'information, c'est quelque chose qu'on commence à travailler, à engager avec l'Université du Nouveau-Brunswick ici sur le développement de quelque chose qu'on appelle les data trusts. C'est vraiment la gouvernance autour de l'aménagement des données dans un système central et les règles selon les partenaires peuvent accéder, que ce soit les données bruts ou les données dans une analyse, une généralisation. Ça, c'est une conversation qu'on commence ici au Nouveau-Brunswick et vraiment, oui, c'est très important. On a parlé déjà sur l'intégration des systèmes. La normalisation des données, c'est la même conversation qu'on fait ici. Merci. J'ajouterais peut-être
parler ce qu'Adam mentionne au niveau des données. Donc, les gouvernements fédéraux, provinciaux génèrent énormément de données, collectent énormément de données, puis ont un désir de rendre ces données-là disponibles de façon plus facile aux utilisateurs. Fait que c'est aussi un mandat qu'on poursuit. Donc, il y a déjà énormément de valeur dans ces données-là économiques, d'exploitation, de disponibilité de la ressource. Comment mettre ça dans les mains des décideurs, c'est aussi un défi, puis c'est certainement une des premières priorités qu'on doit s'attaquer, faciliter ce travail-là, avant même de penser aux données propriétaires que les usines amèneraient dans ce fameux nuage-là. Là. Merci. Jean-Martin, as-tu une question? Non, je n'ai pas de question. S'il te plaît. Alors, on a une question dans le chat de Jérôme Lagagnère, qui est chercheur au Centre de foresterie des Laurentides. Alors, question. La pénurie de main-d'œuvre touche tous les secteurs, y compris la forêt. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait aider éventuellement? À quand les abatteuses et les camions automatisés sans pilote vont un peu? Ça s'en vient. Je pense que le rêveur veut dire une couple de mots, là. Jean-Martin. Non, mais le rêveur va se mettre les pieds sur terre. Il y a déjà. Les abatteuses multifonctionnelles sont déjà une voie dans ce sens-là. Les abatteuses ont la possibilité de faire du tronçonnage automatisé. Ça existe depuis longtemps, mais c'est sous-utilisé présentement sur le terrain pour différentes raisons. Fait que une des solutions de l'industrie 4.0, c'est l'automatisation des tâches. Bien, ça, c'en est une qui est déjà à portée de main, qui reste simplement à déployer. L'intelligence artificielle, là, on parle de rêveur aussi, là, mais il y a beaucoup de processus, par exemple, sur le terrain d'inventaire qu'on voudrait examiner comment on pourrait optimiser la prise de données en inventaire en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, simplement parce qu'on a de moins en moins les moyens de prendre ces données-là sur le terrain. Donc, comment on peut tirer le maximum du jus d'informations qu'on a déjà accumulées pour réduire le besoin de nouvelles informations. Puis, le dernier élément, pour la planification, c'est que la production de plans opérationnels, c'est assez énergivore. Il y a beaucoup d'étapes. Puis, il y a à étudier dans quelle mesure certaines étapes pourraient être automatisées ou semi-automatisées par... bon, on a déjà des solutions d'optimisation mathématique, mais aussi des nouvelles approches qui utilisent des décisions prises avec l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est plutôt pour le moyen terme, des éléments à développer. J'ajouterais, si vous permettez, que ça existe déjà dans d'autres secteurs industriels. L'industrie forestière ne doit pas se renfermer sur elle-même, doit regarder ce qui se fait ailleurs. Si on prend le secteur minier, par exemple, bon, il y a déjà des mines dans le monde qui opèrent de façon pratiquement autonome, donc entièrement robotisée. Le secteur minier est très avancé là-dedans. Le secteur pétrole et gaz est très avancé dans l'exploitation de ces données d'opération pour améliorer sa productivité, son rendement. Donc, il faut qu'on regarde les meilleures pratiques également qui se font dans les autres secteurs industriels, puis d'amener ça dans le secteur forestier qui est peut-être plus traditionnel dans ses opérations, puis sans préjudice aucun. Mais il y a des bonnes choses qui se font, donc il y a un travail aussi à faire de ce côté-là. On le sait, FP Innovation travaille sur l'automatisation des transports, le camionnage. Au niveau des abatteuses, on l'a vu, les grands développeurs là, d'équipements forestiers qui sont tous assis en Suède ou en Finlande travaillent déjà sur l'optimisation, puis la numérisation, puis la robotisation de leur équipement. Donc, contrôle à distance, des trucs comme ça s'en vient. Merci. On va passer. Taceda, as-tu une autre question? C'est plus un commentaire en lien avec la question qui a été posée sur l'automatisation. Et en fait, je rebondirai sur le commentaire de Jean-Martin en lien avec le FP Innovation qui travaille sur l'automatisation des camions. En fait, ils ont fait des tests sur les camions qui roulent comme un peloton. Et en fait, avec Michael Ronquist que vous avez mentionné durant la présentation, on travaille sur un projet avec un étudiant en doctorat pour justement voir comment on peut intégrer les camions qui circulent en peloton dans un réseau de transport dans la chaîne de création de valeur dans l'industrie forestière. Fait qu'il y a des travaux en cours. Si jamais vous êtes intéressé, ben, ça me fera plaisir de discuter avec vous de ce projet-là. C'était juste le commentaire que je voulais ajouter. Merci beaucoup.
Jean-Martin souligne que FP Innovation travaille sur les camions robotisés. Taceda, si tu n'as pas d'autres questions, tu as juste à baisser la main. Et présentement, dans les participants, je ne vois pas quelqu'un qui a des il y a une question qui vient d'apparaître. Donc, Mustapha Ouimou, s'il vous plaît, posez votre question en nous signalant pour quelle organisation vous travaillez. Bonjour, donc Mustapha Ouimou, donc je suis professeur à l'École des technologies supérieures, donc à Montréal. Ma question, c'est plutôt, je pense, je salue un peu l'idée de faire un atelier un peu au Québec pour un peu voir un peu les préoccupations du secteur et tout ça. Mais je pense en parallèle, ça peut être intéressant aussi de faire un atelier plus de recherche avec les universitaires parce qu'il y a quand même une masse critique de projets en cours sur l'intelligence artificielle, que ce soit avec FP, FP Innovation, avec Forac. Donc, un peu partout au Canada, je pense qu'il y a une masse critique autour de l'entreprise, autour d'un peu de la chaîne logistique forestière numérique. Et je pense que ça peut être aussi peut-être amené vers quelque chose comme un peu ce qui s'est fait il y a une dizaine d'années au niveau des réseaux stratégiques, comme un peu VCO, For ValueNet. Donc, peut-être cette idée de l'intelligence artificielle, le numérique, foresterie, ça pourrait, avec le CRSNG, imaginer donc un peu fédérer les capacités, les ressources un peu de la recherche avec le CanMet et avec le Centre canadien de la fibre. Donc, c'est plutôt une proposition pour Eric et pour son équipe. Merci. Merci, Mustapha. C'est bien noté. C'est un excellent point. J'ai pris bonne note. Alors, il n'y a pas de questions dans la boîte de chat. Je ne vois pas présentement de main levée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ça avance tranquillement, pas vite. Je n'ai pas d'autres questions. Ah, c'est assez là. S'il n'y a pas d'autres questions. Je te laisse la parole. Ben, en fait, tu as une question en lien avec les compétences qu'il faut aller chercher pour mettre en place toute cette transformation numérique. On sait que les compétences, les talents sont rares. Alors, que pensez-vous de cet enjeu-là? Comment pensez-vous aller chercher les ingénieurs, les analystes, les personnes qui vont avoir les compétences pour mettre en place toute cette collecte des données, analyse des données et ainsi de suite? C'est une excellente question. Taceda, peut-être je peux parler au nom de CanMet Énergie, Ressources naturelles Canada, pour l'entremise du CanMet Énergie, une entente de partenariat avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Québec pour supporter le transfert des connaissances dans le milieu industriel, donc académique et au niveau du génie conseil, par exemple. Puis un de nos programmes de formation et des outils qu'on transfère à ces gens-là, c'est les techniques d'analyse de données. Donc, comment se brancher sur de vastes bases de données, comment faire le nettoyage, accélérer ce travail-là de mise en forme. Puis, une fois ce travail-là fait, comment développer des outils d'analyse, de monitoring, de corrélation, ce genre de choses-là. Donc, c'est une partie de la réponse. Il y a encore énormément de travail à faire. On souhaite que les cursus universitaires puissent intégrer des formations comme ça de façon plus avancée sur l'exploitation des techniques d'analyse de données de type intelligence artificielle. Puis dans le secteur privé, ben, il y a encore beaucoup de formations à faire. Fait que c'est un travail qu'on fait au Québec. Je pense qu'on est bien positionné. On n'a pas la chance de le faire dans les autres provinces pour diverses raisons. Mais il faut poursuivre ce travail-là. Donc, puis mon collègue Mouloud, là, qui avait des difficultés à se brancher tantôt, pourrait en dire plus. C'est lui qui est responsable de cette initiative-là au sein de mon équipe. Mais, je ne sais pas si vous m'entendez mieux maintenant. Oui? Très bien. Effectivement, c'est une autre excellente question. C'est que
dans ce projet-là, l'objectif doit être de développer une plateforme ouverte, collaborative. Donc, il faut que dès le départ, les utilisateurs de cette plateforme-là, de ces outils doivent être partie prenante de ce projet-là. C'est le seul moyen de nous assurer que le transfert va bien se faire. Donc, encore une autre chose que l'atelier doit discuter, c'est essayer s'assurer d'avoir le monde, les gens autour de la table qui vont être les utilisateurs et de façon à ce qu'on puisse collaborer à ce développement-là, plutôt que aller chacun de son côté, université, chacun développe des outils. Mais j'ai beaucoup aimé le FVCO projet il y a longtemps, mais une fois que c'est terminé, quand je pose des questions aux profs qui ont travaillé fort là-dedans, Michael, Paul Stewart et compagnie, je dis, avez-vous des outils qu'on puisse encapsuler et transférer vers l'industrie? Ben, ce n'était pas pensé comme ça, malheureusement. Donc, je dirais, dans cette initiative-là, on aimerait développer les outils qui sont identifiés par l'industrie, vraiment pour répondre à leurs vrais besoins, pour s'assurer qu'ils puissent vraiment être utiles et utilisés plus tard. Sinon, si on y va avec des étudiants doctorats qui vont chacun faire une petite affaire et qu'on ne pense pas comment mettre tout ça ensemble et qui va utiliser ça, ben, je pense que ce ne serait pas un grand succès. Si je pourrais ajouter, Pierre, je pense que je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec Michael. Je lui ai demandé c'était quel endroit où il y a eu le plus d'impact pour l'initiative VCO, puis c'était en développer des personnes qualifiées dans le domaine qui sont distribuées un peu partout à travers du pays, à travers du monde. Ça fait que je pense que une initiative comme qu'on discute aujourd'hui, je pense que ça crée un écosystème de collaboration et d'interaction entre différentes disciplines, des analystes de données, des forestiers, des industriels. Puis je pense que c'est ça le milieu où on peut vraiment développer les nouvelles capacités qu'on a besoin dans le domaine. Puis bien sûr, nous autres, on embauche des étudiants, on essaie de créer un écosystème comme ça. Aussi, on crée des opportunités pour avoir des étudiants gradués en maîtrise, doctorat. On a certains de nos chercheurs qui sont associés avec des universités. So, je pense que tous ces éléments-là ont besoin d'être mis ensemble pour accomplir ou adresser l'enjeu que tu as souligné, qui est absolument fondamental et aussi un enjeu qu'on entend souvent de tous les intervenants qu'on discute avec. Là. Question de main levée. Madame Caron souligne que c'est un très bon commentaire de Mouloud et elle appuie tout à fait ses propos. Alors, maintenant 11h54, je ne vois plus d'autres questions. Donc, je vais lire un petit passage pour vous annoncer le prochain colloque. Alors, merci, messieurs Mazerolle et Soucy, pour votre présentation vers un écosystème numérique, perspective, recherche et innovation pour le secteur forestier canadien. Alors, en terminant, je vous invite au prochain colloque qui aura lieu jeudi le 2 décembre et qui s'intitule « Technologie intégrée pour soutenir la biodiversité des arbres forestiers et la génomique de conservation ». Veuillez prendre note que le webinaire sera en anglais. La conférencière sera Jill Werczyn, excusez-moi, professeure associée au département d'écologie et de biologie évolutive de l'Université du Connecticut. Alors, surveillez également notre fil Twitter et LinkedIn pour en savoir plus, ou le site web des colloques du CFL. Alors, merci à tous de votre participation et bonne fin de journée. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bonne journée.